On est le soir du réveillon. En général, c'est une soirée festive, où on va se réunir entre amis ou en famille pour fêter la nouvelle année. Chaque année, justement, les médias s'emparent de cette soirée pour faire l'état des lieux des différents débordements, le nombre de voitures brûlées ou même le nombre d'accidents de voitures suite à la consommation de substances un peu bizarres. Par contre, on ne parle jamais des vrais faits divers qui sont planifiés et mis en scène justement pour transformer cette soirée en cauchemar et en drame familial. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Scott Kology, qui a été jugé dans l'affaire qui a remué les États-Unis et qui a été nommé le massacre du Nouvel An. Pour commencer, une remise en contexte est nécessaire. Qui est Scott Kology? C'est un adolescent vivant dans le New Jersey et mineur au moment des faits qui se sont déroulés en 2017. Il est devenu tristement célèbre après avoir abattu de sang-froid 4 membres de sa famille à l'aide d'un fusil semi-automatique. Oui, c'était sa manière un peu particulière de fêter le Nouvel An. De base, il vivait toujours dans la résidence familiale avec sa mère et son père, Linda et Steven Kology. Il avait aussi un frère et une sœur. Sa sœur avait déjà intégré l'université et donc venait justement qu'au moment des fêtes. Son frère, lui, avait aussi quitté le domicile depuis plusieurs années, il avait sa petite vie, son travail, etc. Comme prévu le 31 décembre 2017, toute la famille se réunit dans la résidence familiale pour fêter le Nouvel An. Son grand-père et sa compagne, Melanie Schultz, se joignent à la fête. Dans les différents témoignages, on apprend qu'il était très proche de son grand-père et qu'il considérait sa compagne comme sa grand-mère. Quelques minutes avant minuit, Scott Kology se réfugie dans sa chambre, met des lunettes noires et une veste en cuir, en référence au T-800 dans Terminator apparemment, éteint les lumières et commence à appeler sa mère avec insistance. Il s'équipe de son fusil d'assaut, le recharge avec 30 munitions et attend patiemment sa mère. Dès que Linda Kology a ouvert la porte, Scott lui a tiré dessus de sang-froid. En entendant les détonations et les cris, le père de Scott s'est empressé de courir dans la chambre pour voir ce qui se passait. Il se fait à son tour rafaler par son fils et meurt sur le coup. Détail important, Scott Kology s'était équipé de boules-caisses pour éviter d'entendre justement les détonations. Par la suite, il décide d'enjamber les 2 corps qui jongeaient le sol et rejoindre la famille pour finir sa tuerie. Résultat, on compte 4 morts. En tout, il a tiré 14 fois, en touchant sa mère Linda Kology, 44 ans, son père Steven Kology, 42 ans, sa sœur Brittany, 18 ans, et pour finir, la compagne de son grand-père, qui avait 70 ans au moment des faits. On compte alors seulement 2 survivants, son grand-père et son frère, qui ont pu quitter les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Parce que oui, tu mets des bouchons d'oreille pour t'éviter le vacarme, mais les voisins ils l'ont entendu. Donc ils ont vite appelé le 911, le service de police le plus proche, pour indiquer qu'ils avaient entendu des coups de feu au 635 Wall Street, à Long Branch. Scott est alors rapidement interpellé et l'arme du crime est aussi saisie. S'ensuit alors un long interrogatoire qui permettra d'en savoir un peu plus et avoir un peu plus de détails sur tout ce qui s'est passé durant cette soirée. How do you know that? Like I said, even though it felt like I wasn't doing this physically, I was still able to see everything, and I would see them moving, and I just kept firing until they stopped. Scott s'est totalement livré de toute façon, dur de plaider non coupable avec tout ce qui s'est passé. Il nous explique que sa mère, elle, a reçu environ 7 balles, que son père a été rafalé dans le dos, qu'ensuite il est allé chercher sa sœur, qui a mangé 3 balles dans la tête. Puis il a terminé par sa grand-mère de substitution. Il nous raconte tout le détail de son récit avec une désinvolture incroyable, comme s'il ne s'était rien passé ou que c'était pas grave. Il semble totalement détaché de la réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il indique aux policiers quand il dit justement que durant les faits, il avait l'impression d'être dans un film. Et j'ai envie de te dire, avec un cosplay de Terminator pour exterminer ta famille, oui, je comprends que tu penses que c'est un film. Scott sera jugé quelques années plus tard, en 2022. Il avait environ la vingtaine. Pour rappel, il était mineur au moment des faits, mais au vu de tout ce qui lui est reproché, il sera jugé comme une personne lambda. Le procès va durer environ 2 semaines. Sa principale défense va se baser sur le fait qu'il a des problèmes mentaux. Le but de son avocat, c'était de lui éviter la prison à perpétuité, et donc en mettant en avant le fait qu'il avait déjà des problèmes psychologiques avant de commettre cette tuerie, ça lui permettait de demander une peine de prison seulement égale à 30 ans. Seulement, tout est relatif, on est d'accord. Un témoignage durant le procès est venu appuyer la thèse de la maladie mentale. En effet, l'enquête aurait révélé que Scott était suivi par un thérapeute
et que sa mère était au courant de ses idées sombres et lui avait interdit d'en parler, justement à ce thérapeute, pour éviter qu'il soit interné en psychiatrie. C'est Carol Kology, la mère de Stevens, qui a pris la parole durant le procès pour prendre sa défense, indiquer qu'il avait plutôt besoin d'une aide psychologique que d'être interné en prison. Elle précise encore une fois que ses idées sombres, ses idées de meurtre, étaient bien connues de la famille. Et c'est du fait qu'il n'ait pas été suivi que derrière il est passé à l'acte. Pour Carol, son meurtre est directement lié à sa maladie mentale. Mais le procureur en a décidé autrement et a été beaucoup plus sévère. Pour lui, c'est un meurtre qui a été planifié, finement réfléchi et programmé justement pour décimer toute sa famille. Au moment des faits, il avait toute sa tête selon le procureur, donc il mérite d'être jugé comme tout le monde. En effet, l'enquête a aussi révélé qu'il s'était même renseigné sur son arme qu'il a utilisée, savoir si elle était utile face aux forces de l'ordre pour pouvoir se défendre. Donc il avait clairement prévu de ne pas s'arrêter à seulement 4 décès. Le procureur l'a alors condamné à 150 ans de prison. Sa libération conditionnelle serait négociable seulement après 85% de sa peine. Ça veut dire approximativement après 127 ans de prison. Donc autant me dire qu'on va plus le revoir dehors. Cette histoire fait froid dans le dos, on est d'accord. On est le soir du réveillon, et j'espère que vous choisirez bien vos invités. Si vous souhaitez qu'on traite d'autres sujets, d'autres faits divers qui se sont déroulés, n'hésitez pas à me donner le nom dans les commentaires et on en fera une vidéo. Et faites attention à vous aussi, parce qu'en introduction de la vidéo, j'ai parlé du nombre d'accidents qu'il y avait chaque année durant le réveillon, donc allez-y mollo sur l'alcool. Sur ce, je vous souhaite un bon réveillon à tous, profitez bien de vos proches, de vos potes, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.